Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir on a un direct. Alors j'attends les premiers. Ah, Walid. Premier, oui. Bonsoir. Amrouche, salam alaikum salam. Memen, bonsoir. Karim Sari, bonsoir. Gonzalo Navarro, bonsoir. Khalid, bonsoir. Ali, bonsoir. Ali Hamoudi, bonsoir. Zahia, une fidèle, bonsoir. Alors, Boulachiou, bonsoir. Bonsoir à Zagarmi. Alors, dites-moi si vous m'entendez bien, ça va, le son, il n'y a pas de souci. Jean 4, bonsoir. Hamid Benani, bonsoir. Mohamed Sadok Charak Pacha, j'oublie un au milieu, désolé. Merci beaucoup pour ta présence. Somme Fata, bonsoir. Alors, bon après-midi de Montréal, ben c'est vrai. Au fait, il fait froid à Montréal en ce moment ou ça va? Eh ben, Adèle me dit que le son et l'image sont bien, alhamdoulilah. Eh ben, je suis très heureux. Bon, Ken Ziafa, bonsoir. Med Soualem, bonsoir. Bonsoir. Donc ce soir, j'ai pas mal de questions et donc je vais commencer par répondre à des questions et puis si vous avez des commentaires ou de nouvelles questions, donc vous me les envoyez, comment dire, vous me les envoyez comme ça, je les lis, si je peux répondre, sinon de toutes les façons, oui Tariq, le Knessi. Ah, j'ai été un peu trop politiquement correct avec les Gaulois. C'est ironique, je crois, non? Bon, donc je vais commencer par répondre à quelques questions. Alors, il y a Salwa, ou elle, j'espère qu'elle est là. Elle me dit, pourquoi cette haine de l'arabe? Une bonne question. Ben oui, pourquoi l'Occident, pourquoi cette haine depuis si longtemps? Les Arabes enfin, c'est pas une question de gentil ou pas, mais c'est vrai pourquoi. Alors, comme je vous ai dit, bonsoir Fatima Ben Ali, comme je vous ai dit, les relations internationales, ce n'est pas un jardin de roses. C'est-à-dire c'est une expression pour dire que les relations internationales est une jungle. Voilà. Le grand mange le petit, le fort mange le faible. Et je veux dire, c'est pas nouveau, c'est bien avant les Arabes, bien avant les chrétiens. Enfin, rappelez-vous toujours, il y a eu des guerres, Alexandre le Grand, les Romains, les Grecs, les Huns, enfin je veux dire, c'est l'histoire du monde est une histoire de guerre. De temps en temps, il y a une paix, mais l'histoire du monde est une guerre. Alors évidemment, les guerres, c'est surtout pour gagner des richesses, parce qu'en général, celui qui perd, il paye des rançons, par exemple, ou bien on prend un territoire, ou bien on le soumet à des impôts, etc.
Et donc, la religion ou la civilisation n'est pas un phénomène, n'explique pas nécessairement la guerre entre deux peuples ou entre deux communautés. La religion ou la civilisation ne viennent que, comment dire, c'est une mauvaise expression, mais comme la cerise sur le gâteau, voilà. C'est-à-dire, on a assisté en Europe pendant des siècles à des guerres entre chrétiens et soumis au pape. Je parle même pas des guerres entre catholiques et protestants, vraiment entre des pays chrétiens, entre des rois chrétiens, soumis au pape. On a vu des guerres entre des pays musulmans. Et donc, en fait, voilà, la guerre est un phénomène naturel. Il se trouve que lorsque les Arabes ont émergé sur la scène internationale au 7e siècle, au 8e, etc., ils ont commencé à conquérir des territoires. Ils sont allés jusqu'à Poitiers, en France. Ils ont conquis l'Espagne. Et là, il y a eu une confrontation. Une confrontation, qui c'est qui allait gagner la partie? C'est-à-dire, est-ce que c'est les Arabes qui allaient dominer l'Europe ou vice-versa? Et cette guerre s'est poursuivie, enfin, quasiment jusqu'au 19e siècle, lorsque les musulmans ont été vaincus en Autriche par la Serbie, et donc en France on a arrêté leur progression, ils ont reflué de l'Espagne, etc. Dans le monde moderne, c'est-à-dire à partir de Napoléon, c'est-à-dire lorsque la civilisation occidentale s'ouvrait vers l'expansion, c'est l'expansion vers l'Amérique, l'expansion vers l'Afrique, etc. Et bonsoir tout le monde. J'ai pas. Oui. Et donc là, à ce moment-là, il y a eu une confrontation. C'est-à-dire que l'Europe cherchait, enfin, ou certains pays européens, disons, la France, l'Angleterre, entre autres, l'Allemagne, l'Italie, par exemple, aussi, en Éthiopie, ces pays cherchaient des terres à conquérir, des matières premières, ou des esclaves. Enfin, non, ça c'est l'Afrique noire. Moi, je parle des pays arabes pour le moment. Et donc, il y a eu déjà, par exemple, construire un canal de Suez. Déjà au début du 19e siècle, on a imaginé la construction d'un canal reliant la mer Rouge à la Méditerranée pour faciliter le transport vers l'Inde, vers les conquêtes anglaises en Inde et Malaisie, etc. La Chine. Donc en fait, ces relations basées sur la conquête, la domination et les guerres ont un fond, comment dire, religieux ou civilisationnel, mais en fait, elles reposent toujours, le plus souvent, sur des considérations matérielles, voilà, économiques, matérielles, mais parfois on les déguise, voilà, on les déguise avec des formulations, on les déguise avec des formulations civilisationnelles, par exemple comme apporter la démocratie en Irak, n'est-ce pas? Et donc le monde arabe avait un potentiel, on a vu le potentiel que pouvait avoir le monde arabe au 19e siècle, c'est-à-dire un potentiel détendu, un potentiel géopolitique, et après, enfin assez vite, on a découvert le pétrole, et donc les richesses minières, etc. Et là, l'Occident, il est rentré en guerre économique et politique contre les Arabes, pas parce qu'il n'aimait pas les Arabes. On peut pas mettre l'équation de cette façon-là. C'est-à-dire, il est rentré en guerre pour dominer, voilà, parce qu'il avait des intérêts et donc il fallait les dominer. Donc ils sont rentrés, l'Occident et les pays arabes sont entrés dans une relation de domination, de soumission, domination-soumission. C'est-à-dire que l'Occident est arrivé avec ses forces, c'était la civilisation dans toute sa splendeur déjà au XIXe siècle,
c'est le chemin de fer, les mines, enfin bon, etc. Et face à un monde arabe complètement, enfin, pas mal sclérosé, pas mal en sommeil, n'ayant que très peu d'ouverture sur le plan philosophique, civilisationnel, etc. Et l'Occident va écraser les Arabes dans le sens où il va les humilier. Pourquoi? Parce que l'Occident veut conserver cette supériorité sur les Arabes, c'est-à-dire une supériorité civilisationnelle, une supériorité même de mentalité. Ça veut dire mettre l'arabe dans une relation de dhimmi, enfin de soumis. Voilà. Et donc l'empêcher, c'est-à-dire toute l'action des Occidentaux quand ils ont conquis le monde arabe, c'est d'empêcher par tous les moyens, enfin dans la mesure du possible, d'empêcher les Arabes d'évoluer. C'est-à-dire que c'est faux quand on dit les Occidentaux sont venus pour civiliser le monde arabe. Si au moins ils l'avaient fait, moi j'aurais tiré mon chapeau. Mais en fait, c'est du bluff. C'est-à-dire que dans tous les pays dominés, dans tous les pays arabes dominés par l'Occident, ce dernier, l'Occident, a cherché à maintenir l'arabe dans l'ignorance, dans l'arriération culturelle, mentale, philosophique, etc. Pour la simple et bonne raison qu'il savait très bien que si les pays arabes se développaient, devenaient matures, s'éduquaient, ils allaient avoir des problèmes. Donc, il fallait le maintenir. Et donc, on a développé aussi une idéologie de type colonialiste, c'est-à-dire de mépris vis-à-vis de l'indigène, et que l'indigène se sente méprisé et accepte ce mépris. Ça veut dire que l'indigène, vous savez, vous connaissez le complexe du colonisé d'Albert Memmi, enfin si vous connaissez, Albert Memmi a écrit un livre en 1955 qui s'appelle « Il est de Tunisie », le complexe du colonisé. Ça veut dire que le colonisateur arrive à faire rentrer dans la tête du colonisé qu'il est inférieur. Et je l'ai vécu personnellement, voilà, c'est-à-dire confronté, ma langue maternelle était l'arabe dialectal marocain, je ne connaissais pas un mot de français, et donc j'appartenais à une civilisation, disons, arabe, orientale, pas très évoluée, et donc confronté à ces civilisations françaises éduquées, rationnelles, etc., j'ai ressenti, personnellement, je l'ai compris par la suite, que j'étais quelqu'un qui ne valait pas l'occidental, le français. Voilà. Et donc, l'Occident a développé cette philosophie de domination, enfin, ce rapport de domination, pour que l'arabe se sente écrasé et qu'il ferme sa gueule. Et continue à fermer sa gueule, et même travaille pour l'Occident. Par exemple, quand il y a ces dizaines ou centaines de milliers d'Arabes qui se sont battus pour leurs oppresseurs, et qui sont allés faire la guerre pour la France, pour l'Angleterre, enfin c'est démentiel. Voilà. Et évidemment, l'Occident, leur maître, ne s'est jamais montré reconnaissant. Je vous donne un exemple. En 1945, des Maghrébins se sont battus, mais vaillamment. Enfin, on parle du courage de ces Maghrébins à Monte Cassino, en Italie. Enfin, fantastique. Donc, ils ont participé à la libération de la France. Et quand les Algériens avaient osé demander, même pas l'indépendance, demander quelques droits pour eux, ils ont été écrasés de façon cruelle et sans pitié par les Français. Et seulement, il est arrivé un moment où, dans les années 50, les relations internationales ont évolué de telle sorte que l'indépendance des colonies devenait une nécessité. C'est-à-dire, voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Bon, je n'ai pas le temps de rester là-dessus, mais dans les années 50, on savait que ces pays colonisés allaient vers leur indépendance. Bon, d'abord, ils sont très mal partis, ces pays colonisés, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le colonisateur n'a pas formé des cadres locaux.
ni des ingénieurs, ni des médecins, rien. Enfin, pratiquement rien. Des profs. Moi, je me souviens, 10 ans après l'indépendance du Maroc, à Casablanca, tous les profs de la fac de droit étaient des Français. 10 ans après l'indépendance, il n'y avait pas un seul Marocain à Casablanca. Donc, c'est en fait, on a tout fait pour que ces pays restent dépendants. Et ils restent dépendants sur le plan des cadres, de la formation, mais restent dépendants au niveau des prêts, des dettes. Par exemple, quand Gamal Abdel Nasser a nationalisé le canal de Suez pour le punir, on a lancé la guerre tripartite, comme on appelle, c'est-à-dire Angleterre, France, Israël. Mais surtout, enfin aussi, parallèlement, il a voulu construire le barrage d'Assouan. Et donc, mais comme il était un nationaliste turbulent, enfin, entre guillemets, on lui a refusé les crédits. Qui tient les crédits internationaux? Le FMI, la Banque mondiale, ils sont à Washington, ils sont à New York. Donc, quand disons, un dirigeant arabe est récalcitrant, on lui ferme les robinets du crédit. S'il ne s'amende pas, par exemple comme Mossadegh en Iran, eh ben on le renverse. Et donc en fait toute la politique occidentale vis-à-vis des pays arabes, même après l'indépendance, c'est de les soumettre, ces pays, d'une autre manière. Ça veut dire de favoriser les dictateurs. S'il y avait, regardez par exemple, tous les pays arabes ont été quasiment pendant 60 ans gouvernés par des dictateurs, avec la bénédiction de l'Occident, parce que pour l'Occident, c'est très pratique d'avoir un dictateur. En général, le dictateur et sa clique mettent de l'argent à New York, achètent des propriétés dans la région parisienne ou sur la Côte d'Azur, mais on ferme les yeux. Parce que justement, c'est ça le cynisme de l'Occident vis-à-vis des Arabes. C'est-à-dire, c'est une façon de les tenir. S'ils avaient des démocrates purs, enfin, je veux dire, des démocrates arabes qui ne sont pas corrompus, l'Occident aurait beaucoup de mal à les tenir. Donc c'est pour ça qu'on préfère des dictateurs. On les maintient dans une relation de dépendance, c'est-à-dire, bon, je vais prendre un exemple, disons, enfin historique. Aucun pays arabe n'a développé, par exemple, avec tout le pétrole qu'ils ont, aucun pays arabe n'a développé une industrie pétrolière. Par exemple, aucun pays arabe, enfin seul l'Irak avait osé et on sait ce qui lui est arrivé, aucun pays arabe ne maîtrise la technologie nucléaire. Et donc en fait, c'est, comment dire, même les pays arabes ont beau être indépendants, ils sont toujours dans une relation de soumission. Par la force des choses, parce qu'ils n'ont pas les moyens de résister, économiquement, politiquement, etc. Et comme ils sont gouvernés par des dictateurs, c'est très facile de les soumettre. En plus, ça c'est vis-à-vis des Arabes, des pays arabes indépendants. Mais vis-à-vis des pays arabes à l'intérieur, par exemple de la France, pour certaines raisons que je vais essayer de développer, avait intérêt, ou elle a intérêt à maintenir une espèce, à écraser les Arabes. Évidemment, elle ne le dit pas comme ça. La France, liberté, égalité, fraternité, enfin, vous connaissez le baratin. Mais de manière subtile, à peine subtile, elle veut maintenir les Arabes dans un état de soumission, de peur. Il faut que les Arabes rasent les murs, ne se sentent pas en sécurité ici, pour qu'ils ne se développent pas, pour qu'ils ne s'organisent pas, etc. Bon, d'abord, il y a, comme j'ai dit la dernière fois, il y a déjà une mentalité colonialiste spécifique à la France, et surtout chez les personnes d'autorité en France, c'est-à-dire les flics, les fonctionnaires d'autorité, comme la justice, les médias, etc.
ils maintiennent cet état d'esprit quasiment de racisme. Voilà. J'ai mis une vidéo de Coluche où il disait, en 1980, il parlait d'une bavure tous les jours contre les Arabes. C'est pas innocent, c'est-à-dire en fait, c'est une pratique voulue, presque encouragée. C'est-à-dire, par exemple, quand vous connaissez peut-être pas le système des cartes de séjour en France, mais pour les Arabes, c'est terriblement humiliant et dégueulasse de se lever à 4 heures du matin dans la région parisienne ou 5 heures du matin pour aller chercher une carte de séjour et se faire insulter, même quand on est en règle. Est venu s'ajouter à cette pratique, comment dire, de type colonial, est venu s'ajouter, à partir des années 80, la politique du CRIF, c'est-à-dire du lobby judéo-sioniste, de maintenir les Arabes dans un état d'infériorité, de les soumettre. Pourquoi? Rappelez-vous la marche des beurs de 1983. Il y avait 100 000 beurs qui ont marché dans toute la France pour dire nous voulons être des citoyens à part entière. Mais la France ne leur a pas accordé ce qui pouvait paraître absolument normal à l'époque, c'est-à-dire, voilà, on a des gens qui veulent devenir des citoyens français, on devrait les accueillir. Seulement, à l'époque, vous savez, les grands judéo-sionistes, les Sayanim, comme Bernard-Henri Lévy, comme Julien Drey, etc., ont créé SOS Racisme pour s'occuper des Arabes, c'est-à-dire pour les empêcher d'acquérir une véritable citoyenneté et leur place dans la République. Pour quelle raison? Parce que le CRIF, enfin les organisations juives, Israël, ont peur que la France, si les Arabes occupaient leur place qui leur revient en France, c'est-à-dire dans les médias, ils sont 6 ou 7 millions, il y a des milliers d'universitaires en France, des milliers, des dizaines de milliers. Pourquoi, par exemple, dans les médias, on n'entend que Chalgoumi? Chalgoumi, il est imposé par le lobby judéo-sioniste pour que les gens se disent « mais ce sont des crétins, regardez par qui ils sont représentés ». Par qui domine dans les médias? Les Sayanim, les judéo-sionistes. Quand ils veulent parler des Arabes et des musulmans, ils invitent qui? Des Juifs. Askolovitch, enfin, les gars habituels que des Juifs qui parlent des musulmans et de l'islam. Jamais ils n'invitent des universitaires, des sociologues, des philosophes, mais ils invitent des larbins qui savent même pas parler français. Ça c'est voulu, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que la France, enfin, ceux qui tirent les ficelles en France, et vous savez qui tire les ficelles en France, font en sorte que les Arabes soient maintenus dans cet état de faiblesse et d'insécurité. Prenez la loi sur le voile à l'école. C'est le seul pays en Occident qui a fait cette loi. Vous savez qu'il y avait une décision du Conseil d'État qui date, si je ne me trompe pas, de 1992-93. Bon. Et qui avait établi dans un jugement une espèce d'équilibre entre la présence de filles voilées à l'école, au lycée. Mais en 2003, les sionistes, je vous assure, enfin je me souviens encore de cette époque, ont poussé pour qu'il y ait une loi. Pourquoi? C'est pour, vous savez, tous les beurs que je connais, même les plus laïcs, ils ont ressenti ça comme une blessure, comme une espèce de tentative de les amoindrir. C'était quasiment du harcèlement. Et c'est ce qu'ils voulaient d'ailleurs. C'est-à-dire, il faut que Manuel Valls avait dit les Juifs doivent être fiers de porter la kippa. Bien. Mais les musulmans doivent se faire discrets. C'est-à-dire, tu portes le voile, alors, essaye de ne pas le porter, fais-le discrètement, rase le mur, ne te fais pas voir, ne sois pas fier, etc.
Donc, toute cette, vous savez, la haine de l'arabe, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'entretient. Qui s'entretient, j'ai parlé des relations à l'extérieur, mais à l'intérieur, qui s'entretient pour des raisons, comment dire, il y a des raisons à ça. C'est pas innocent. Voilà. Et on n'a rien, enfin, la France, les Français, à la limite, ils n'ont rien contre les Arabes en tant que tels. Par contre, il faut, on a décidé en haut lieu, sous la pression de qui vous savez, de les maintenir dans un état d'insécurité. Je vais vous donner, par exemple, une illustration. Prenez une jeune fille musulmane de 16-17 ans qui va au lycée et qui ne peut pas porter, qui peut pas porter le voile, qui n'a pas le droit. Elle a envie de porter une tenue, disons, discrète, comment dire, conforme à ses principes religieux. Elle va porter une jupe longue. Bon, une jupe longue, c'est pas interdit par la loi. On est bien d'accord, ce n'est pas interdit par la loi. Mais elle va se faire convoquer par le directeur d'établissement qui va lui dire: mademoiselle, la jupe longue est une façon d'exprimer une opinion extrémiste d'une religion donnée, donc c'est une façon de faire de la propagande. Et donc, si vous ne l'enlevez pas, vous allez avoir 2 ou 3 jours de mise à pied. Voilà. Et donc, c'est vrai que toutes ces mesures font, comment dire, on ferme les yeux aussi sur la haine de l'arabe. Voilà. C'est-à-dire, on peut tabasser un arabe facilement, les flics peuvent le tabasser presque à mort. Ça soulève, vous savez, l'affaire Théo, si ça n'avait pas été filmé par une caméra discrète, parce qu'en fait les flics étaient vachement cyniques, ils avaient poussé Théo, enfin je sais pas si vous savez ça, il y avait un angle de mur, ils l'ont tiré vers l'angle mort, c'est-à-dire là où les caméras de surveillance ne pouvaient pas les filmer. Donc ils se sont dit, on est hors du champ des caméras, là on va s'en donner à cœur joie. Voilà. Sauf que il y avait quelqu'un qui a quand même filmé avec un téléphone. Mais sinon, mais il y a des dizaines de centaines de cas comme ça. Mais allez à la police et dites des flics m'ont tabassé. Mais on vous rira au nez. Donc c'est tout cet état d'esprit qui s'est développé en France. Alors, conjugué avec les éléments extérieurs, la soumission de la France officielle à l'Amérique et à Israël, et en France, la domination médiatique du lobby judéo-sioniste et de la classe politique. Regardez le dîner du CRIF. Toute la classe politique, 900 personnes, 1000 personnes, je ne sais pas, sont allées s'incliner devant la puissance juive. Voilà ce que ça donne. Donc, j'espère avoir répondu à, comment elle s'appelle déjà, Salwa. Pourquoi cette haine de l'arabe? Moi, je pense que, et je dis toujours, j'encourage beaucoup les musulmans, etc., à s'organiser, par exemple, à rejoindre le CCIF, à rejoindre d'autres associations, à créer des associations, des pages Facebook, pour combattre, par exemple, l'histoire de la jupe longue. C'est inadmissible. Donc, j'espère qu'il y aura des milliers de musulmans qui créeront des pages Facebook pour se battre contre cette discrimination, contre cette injustice intolérable qui n'a pas lieu d'être. Voilà, il faut plus que les Arabes baissent la tête. Je vais vous raconter une anecdote et je vous montrer comment ils baissent la tête. C'est terrible. C'est-à-dire, vous savez, ça m'a rappelé un peu les Marocains musulmans, enfin, le Mgharba, au Maroc. C'est-à-dire, à l'époque, dans les années 50 et 60, comment on baissait la tête devant les Français, les colons. Après comment ça s'appelle, l'affaire Charlie. Vous savez, le 11 janvier 2015, c'est ça.
3 ou 4 jours après, je suis rentré. J'habite dans un quartier très mélangé à Paris, c'est-à-dire où il y a pas mal de commerces musulmans, africains, etc. Donc c'est très sympathique. Donc je rentre dans un commerce enfin un kiosque de journaux. C'était un mercredi et donc c'est un maghrébin, enfin je veux dire ça se voit tout de suite. Il a à peu près 40-45 ans. Et devant moi il y avait une dame, une française, tout ce qu'il y a une gauloise, voilà, tout ce qu'il y a de respectable, d'un certain âge, qui achète des journaux et puis qui demande au kiosquier. Et en fait, il paraît que Charlie Hebdo, ils sont pas si purs que ça. Il y a 2 ou 3 ans, ou il y a quelques années, ils avaient mis à la porte, quand il s'agit des noms propres, Ciné, voilà. Le dessinateur Ciné, vous savez, c'est un des fondateurs de Charlie Hebdo. Ciné, quand le fils de Sarkozy s'était marié avec la fille Darty, l'héritière de Darty, qui est juive, le fils Sarkozy s'est converti au judaïsme pour se marier avec l'héritière d'une grande fortune. Et Ciné avait dit dans Charlie Hebdo, il ira loin ce petit. Voilà, c'est tout, hein. Il ira loin ce petit. Eh ben, il a été renvoyé de Charlie Hebdo et on l'a accusé d'antisémitisme. Il a eu un procès, enfin bon. Et donc la dame, elle a posé la question au kiosquier lui disant c'est Ciné, pourtant c'est pas clair, hein, Charlie Hebdo. Alors le kiosquier, il était vachement gêné, j'ai compris après, et il dit je ne sais pas, je ne sais pas. Alors moi je lui ai expliqué à la dame, je lui ai dit oui effectivement, oui Ciné a été renvoyé, patati patata, et il est parti. Et voilà le kiosquier qui me connaît enfin, à peine, enfin, il me dit oui, il faut pas dire des choses comme ça. Juste après ce qui s'est passé, il vaut mieux pas. Voilà. Et donc en fait, il avait intégré, vous voyez l'arabe, qui intègre sa soumission, qui intègre son infériorité. Il est en règle, ce type. Il paye ses impôts. Eh bien, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il ouvre sa gueule. Voilà. Et c'est ça, voilà l'état de soumission dans lequel on veut enfoncer les Arabes en France. Voilà. Alors, je vais passer à une autre question. Alors, ah oui, Ali E-H. Et il me demande, j'ai pris la question parce que j'ai une série, bon, voilà, donc, les relations entre les Lubavitch et les sionistes en Russie. C'est original comme question, comme aspect, hein. Alors, Hind Al-Karam, bonsoir. Bien. Donc, j'ai pas le temps de lire votre message, Zahia, sinon ça, je vais être détourné de. Alors, attends. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Oui. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que lorsqu'il y a un dirigeant arabe qui ouvrait sa gueule, soit on lui faisait comprendre qu'il avait tort, soit on le dégommait. Voilà. Et ils ont un bon chien de garde qui est Israël pour dégommer les récalcitrants. Donc, oui, les relations entre les Lubavitch et les sionistes en Russie. Alors, les Lubavitch, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les Lubavitch, c'est un peu comme une secte, voilà, juive ultra religieuse, qui a été fondée vous savez, vous les reconnaissez très facilement, ce sont les gens qui portent un chapeau noir, le costume noir, etc. Et ils font du harcèlement, c'est-à-dire, enfin du harcèlement. Vous savez, les juifs religieux, ils mettent des phylactères tous les matins autour du bras gauche, c'est-à-dire des trucs en cuir noir. Voilà. Et pour ceux qui sont à Paris, par exemple, on les voit dans les quartiers
Saint-Paul, dans les quartiers juifs. Moi, des fois, ça m'arrive, ils me disent, monsieur, vous êtes juif? Je dis non, parce que pour éviter qu'on me propose de mettre ce truc, etc. Et comment dire, ils ont été créés à peu près au XVIIIe siècle, au début du XIXe. Et en fait, ce sont des gens qui pratiquent la religion dans un état presque de transe. Parce que chez les juifs traditionnels, enfin, ça n'existe pas ce genre de manifestation bruyante. Ils chantent, ils dansent, ils boivent pas mal de whisky, etc. Et ils ont un mouvement qui s'appelle Chabad. Et en fait, ce Chabad, sous prétexte, enfin, il y a une couverture religieuse, ils ont des bureaux partout, même au Maroc, soi-disant pour aider les juifs qui auraient besoin d'un conseil, de faire une prière, etc. Mais ils sont en Inde, sur l'Himalaya, en Amérique latine, dans les Andes. C'est incroyable. Enfin, évidemment, ce sont des jeunes qui sont dévoués à la Bible, à la Torah, enfin à Dieu, etc. Mais en fait, à mon avis, ils doivent travailler main dans la main avec le Mossad. Parce qu'en fait, il y a une tradition. Les jeunes Israéliens qui terminent leur service militaire, 3 ans, très dur, la plupart, on leur donne d'abord un petit pécule, je sais pas, une somme qui ne doit pas être négligeable, et beaucoup vont passer 6 mois en Inde, en Amérique latine, etc. Et ces zones Chabad, ces centres Chabad, sont censés les protéger, enfin, ils savent qu'ils ont des points de chute. Un jour, j'avais dit que en Russie, il n'y avait pas beaucoup de Sayanim. C'est-à-dire, vous savez, les Sayanim sont les juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad. En France, par exemple, ils sont quelques milliers, ils sont dans les médias, dans la publicité, dans la politique, dans l'économie, ils sont partout. Voilà. Dans les universités, par exemple. Quand Christophe Oberlin a eu un problème, vous savez, c'est un prof de chirurgie. Il avait donné un sujet qui n'a pas plu aux juifs sionistes sur justement les séquelles des Gazaouis après les attaques meurtrières des sionistes. Et il a été poursuivi par l'Association des médecins juifs de France. Donc voilà des Sayanim, c'est-à-dire des juifs français, mais qui travaillent pour le Mossad. Et donc, ici, le mouvement Chabad n'est pas... Enfin, il existe, mais disons, il n'a pas cette importance qu'il peut avoir dans des pays où il n'y a pas de Sayanim, comme en Inde, je sais pas, les pays comme le Pérou, etc. Et je pense qu'en Russie, il y a quelques oligarques, bien sûr. Il y a quelques personnalités, mais disons, il n'y a pas ce tissu compact, c'est-à-dire de présence juive dans tous les secteurs de la société en Russie, qui pourrait avoir le même résultat d'influence en Russie comme en France ou en Amérique. D'accord? Bien. Mais ils ont un mouvement religieux très fort. Et effectivement, Poutine, je crois qu'il le fait avec tous les chefs religieux, mais il a de très bonnes relations avec les chefs religieux juifs, les rabbins, et le mouvement Chabad. Je pense que le mouvement Chabad en France, enfin le mouvement Lubavitch en Russie et à Kiev en Ukraine, il a une grande importance, c'est-à-dire numériquement, etc., pour compenser
la faiblesse des Sayanim. Et moi, je ne connais pas vraiment comment dire, le niveau d'influence, mais je sais que l'Ukraine et la Russie donnent beaucoup de facilité à ce mouvement. Ils ont quand même d'excellents rapports avec ce mouvement religieux de Lubavitch. Facilité pour les écoles, etc. Et donc, je pense que ce mouvement Lubavitch en Ukraine et en Russie, il sert surtout à mobiliser la population juive pour qu'elle ne disparaisse pas dans la nature. Ça veut dire pour qu'elle reste juive. C'est-à-dire pour qu'elle qu'il n'y ait pas beaucoup de mariages mixtes, qu'il garde, enfin qu'il fasse un petit peu de religion, etc. Chose qu'en France, ils n'ont pas besoin pour ça. Et donc, avec les encouragements de l'État d'Israël, enfin soi-disant laïque, mais qui trouve dans ce mouvement Lubavitch un prolongement de son influence pour maintenir la société juive. Parce que, vous savez, en Ukraine et en Russie, les juifs sont pratiquement totalement athées. Vous savez qu'il y a eu 1 million de juifs russes ou ukrainiens qui sont partis en Israël. Entre 20 et 30%, enfin, ils ont été accueillis comme juifs. Mais entre 20 et 30% ne sont pas considérés réellement comme juifs selon la loi. C'est-à-dire, ils font l'armée, mais quand ils veulent se marier, on leur dit « Ah, ben, vous n'êtes pas vraiment juif, vous ne pouvez pas vous marier ici. » S'ils meurent, ils ne peuvent pas être enterrés dans un cimetière juif. Donc en fait, ils se sont fait arnaquer, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ça c'est la tradition communiste, c'est-à-dire le communisme avait extirpé le sentiment religieux chez les habitants, juifs ou autres. C'est vrai que en Russie, le sentiment orthodoxe revient très fort. Mais chez les juifs, qui étaient quasiment athées, le mouvement Lubavitch, c'est lui qui est censé redonner comment dire, un aspect juif, enfin en tout cas une structure, une valeur juive à cette population pratiquement agnostique et élevée en dehors de toute religion. Donc voilà à peu près ce que je peux dire sur les relations, mais je ne crois pas qu'il y ait une influence, comment dire, au niveau, comme en France par exemple, dîner du CRIF par exemple, je ne pense pas qu'il y ait une influence considérable de cette communauté juive sur le pouvoir politique. Même si Poutine a de bonnes relations, enfin tente de garder de bonnes relations avec Israël et avec la communauté juive. Bon, Poutine ne permettrait jamais une soumission comme cela se passe en France, évidemment. Mais il tolère, enfin je veux dire, il ouvre les portes à partir du moment où ces organisations travaillent dans le respect de la loi. Voilà, mais c'est un peu, vous savez, il y a une formule qui dit rechristianiser les gens. Alors, pour les juifs en Russie et en Ukraine, c'est rejudaïser, si on peut dire. Donc, voilà à peu près l'action des Lubavitch dans ces deux pays qui avaient été complètement sortis de la religion. Alors, Zahia Benabid me demande le pourcentage des Israéliens sionisés. Bien. Valls est-il mort politiquement? Pas du tout. Je vais répondre à cette question parce qu'elle m'a l'air intéressante. Ali Ouinez, c'est ça? Oui. Valls est-il mort politiquement? Je ne crois pas. Valls s'est retiré, il a perdu
mais à mon avis, il va revenir très fort dans un an ou deux. C'est-à-dire, Hamon va être complètement balayé, il va arriver en quatrième position, cinquième, ce qui sera une humiliation pour le Parti socialiste, d'arriver en quatrième ou cinquième position, il ne sera même pas au deuxième tour, puisque la gauche va étant divisée, et donc Valls va réapparaître comme celui qui va sauver le Parti socialiste. Il va dire, voilà, vous avez voulu Hamon, il vous a mené à la catastrophe. Voilà, le Parti socialiste n'est même pas au deuxième tour. Et donc, le Parti socialiste va revenir vers Valls, il va lui dire, voilà, tu es le meilleur, reviens-nous, je te remercie, etc. Et là, à mon avis, il reviendra dans un an ou deux. Ça fait pas l'ombre d'un... Vous savez, aujourd'hui, on l'entend pas, mais c'est juste, enfin, c'est de la politique, enfin, je veux dire, il laisse Hamon s'enfoncer dans la défaite pour revenir en sauveur. Alors donc c'était déjà, oui, pour ceux qui, enfin bon, évidemment, vous êtes jeunes pour la plupart et vous n'avez pas connu l'Israël communiste, socialiste, humaniste, etc., enfin, des années 50 et 60, qui faisait vibrer le cœur des Occidentaux. Et c'est vrai que la droite en Israël n'est arrivée au pouvoir qu'en 1978, c'est-à-dire déjà 30 ans après la création de l'État. Et on croyait à l'époque que Israël était un pays, disons, ancré dans la gauche, avec les valeurs de la gauche. Mais c'est la colonisation et l'occupation qui vont donner ce vrai visage, enfin le vrai visage d'Israël, le nouveau visage d'Israël, comme pays occupant, qui dérive vers le fascisme et le mysticisme. C'est-à-dire, les Israéliens, jusque dans les années 70, ils se considéraient comme des gens ancrés dans les droits de l'homme, la liberté, et c'est vrai, enfin je veux dire, il y a, bon, en dehors de, même l'occupation, je vais vous dire, la victoire de 1967, la conquête de terre arabe en 1967 n'avait pas du tout nui à l'image d'Israël pendant presque 10 ans. C'est dire à quel point la sympathie pour Israël était profondément ancrée en Europe. C'est à partir des années 80 que là, on se rend compte que, mon Dieu, Israël est un pays occupant, est un pays colonial. Et aussi, la colonisation n'était pas très importante jusqu'aux années 80. C'est avec Begin en 1978-1979 qu'on va lancer la colonisation, donc avec tout ce qui allait avec, c'est-à-dire la résistance, les attentats, la répression, etc. Et la première intifada, qui avait été désastreuse pour l'image d'Israël. Seulement, comment dire, petit à petit, le gouvernement israélien a réussi à faire admettre à la société israélienne, bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais il a réussi à le faire admettre que la paix est impossible avec les Arabes. Voilà. Aujourd'hui, si vous demandez aux Israéliens, juifs, 90% vous diront, on aimerait bien, mais c'est impossible. Voilà. On ne peut pas leur faire confiance. Et donc, et ça c'est, comment dire, le gouvernement israélien, il a bien réussi son coup. C'est-à-dire de faire en sorte de faire échouer toutes les tentatives de solutions pacifiques. Parce qu'il n'a pas du tout envie. J'ai expliqué dans une autre vidéo pourquoi Israël ne peut pas faire la paix pour des raisons intérieures et extérieures. Et donc la population israélienne, elle a embarqué dans cette idéologie, c'est-à-dire il n'y a
la paix est impossible. Et puis, de plus en plus, la conquête, la Cisjordanie, ils la considèrent de plus en plus comme leur terre. C'est-à-dire, de moins en moins d'Israéliens sont prêts à renoncer à une partie de la Cisjordanie, pas toute quand même, il ne faut pas trop leur demander, pour une paix à laquelle ils ne croient pas de toute façon. Par exemple, le Golan, jamais les Israéliens ne le rendront à la Syrie. Vous savez qu'il a été annexé juridiquement en 1981. Malgré tout, voilà, aucun pays n'ose dire, alors que la Russie, quand elle a récupéré la Crimée, tout le monde a crié au scandale, même s'il y a eu un référendum où 95% ont approuvé le rattachement à la Russie. Vous savez que la Crimée appartenait au territoire, à la Russie. Et c'est Khrouchtchev, un dirigeant soviétique qui en 1956 a rattaché la Crimée à l'Ukraine. Une petite fleur comme ça, parce qu'ils ne pensaient jamais que l'Ukraine allait se détacher. Voilà. Et la Russie subit des sanctions, etc. Alors que Israël a annexé, voilà, il est à moi, par la loi, par une loi israélienne, j'annexe un territoire conquis par la force. Point barre. Et non seulement ça, c'est que Netanyahou, qui était il y a quelques jours aux États-Unis et en Australie, il a demandé officiellement aux dirigeants de ces pays de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le Golan. Le culot est extraordinaire. Enfin, je veux dire, voilà, on l'a conquis par la force. Eh bien, maintenant, reconnaissez-le. Et donc, il y a eu une évolution assez intéressante, enfin, disons, oui, intéressante de la société israélienne. C'est-à-dire, la société israélienne, enfin, moi, par exemple, la dernière fois que j'étais en Israël, c'était en 2004, et j'étais absolument abasourdi de voir le nombre des hommes. Vous savez, j'étais dans une petite ville, enfin une ville moyenne, comme ça, et les gens, le soir, ils sortent se balader, c'est l'été, et je voyais tous ces hommes porter la kippa, vous savez, c'est hallucinant. Israël, dans les années 60 et 70, presque personne ne portait la kippa. Et il y a énormément de signes qui montrent que cette société-là, elle devient de plus en plus religieuse, de plus en plus à droite. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut même pas, enfin, je veux dire, il est inimaginable de considérer un retour d'une gauche, même si elle est, enfin, pas vraiment la gauche. Au contraire, c'est le système va de plus en plus à droite. C'est-à-dire que Netanyahou, maintenant, il est presque au centre. Dans quelques années, on aura Naftali Bennett avec Dor Lieberman, etc. Donc, de plus en plus religieuse, de plus en plus fascisante, c'est-à-dire de moins en moins tolérante. Je vais vous donner une illustration très récente. Il y a quelques jours, le régime israélien devait renouveler 4 postes à la Cour suprême. Et la Cour suprême en Israël était un des derniers organes, comment dire, d'opposition presque aussi au régime, au niveau de la colonisation. Eh bien, ils ont nommé, il y avait 4 places, ils ont nommé 4 juges carrément de droite. Et ils ont dit, ils ont affiché la couleur, c'est-à-dire, nous voulons que la Cour suprême reflète la nature de la société israélienne. Et la nature de la société israélienne, c'est une nature de droite qui s'affiche de droite, colonialiste, etc. Et donc, par exemple, aujourd'hui, c'est n'importe quelle voix qui s'élève pour dire on pourrait rendre une partie de la Cisjordanie, mais on le prend pour un fou. De même sur les plans des droits de l'homme, par exemple. Vous connaissez la Human Rights Watch avait publié un rapport qui n'a pas plu à Israël il y a une semaine. C'est normal, enfin bon. Eh bien, Human Rights Watch on lui a enlevé son accréditation. Ça veut dire qu'il ne peut plus travailler en Israël. En fait, ce sont des signes qui montrent que c'est une société qui dérive de plus en plus vers un mysticisme religieux, c'est-à-dire que la Cisjordanie devient de plus en plus comme la terre biblique
que Dieu leur a rendu. Et donc, pour répondre à la question de Zahia Ben Abid, le pourcentage des Israéliens sionisés, alors, bon, d'abord, les Israéliens juifs, parce que les Israéliens arabes, c'est pas le même taux, évidemment. Parmi les juifs, je dirais qu'ils doivent être facilement 80%. Et ce pourcentage ne peut aller qu'en augmentant. C'est en fait, bien sûr, il y a des voix comme Shlomo Sand, comme Warshawski, Michel Warshawski, etc. Mais de plus en plus rares, de plus en plus inaudibles. Et les jeunes, enfin ceux qui rentrent dans la vie active, n'osent plus prendre des positions contre le système. Par exemple, il y a une association qui s'appelle Briser le silence. C'est-à-dire, ce sont d'anciens soldats et officiers qui font un travail remarquable. Vraiment, c'est extraordinaire. Et ils apportent des témoignages sur ce qu'ils ont vécu, sur ce qu'ils ont fait, etc. Briser le silence. Mais c'est très, très difficile parce que, en fait, si quelqu'un ose le faire, ça veut dire qu'il se détache du groupe. La vie en Israël, c'est à partir du moment où on a fait le service militaire ensemble, on s'intègre à un groupe et porter un témoignage de cette nature vous fait exclure du groupe, vous fait paraître quelqu'un de fragile, de malade, etc. Donc il y a une pression telle du groupe que vraiment les gens qui affichent une position critique sont de plus en plus rares. En fait, il y a quelques voix, mais Israël les tolère, le régime les tolère pour dire, bon voilà, il y a de la liberté, etc. Mais c'est pratiquement, le système en tant que tel, il est vachement verrouillé par l'idéologie sioniste. C'est-à-dire c'est une idéologie qui devient vraiment qui va vers l'extrémisme et surtout aussi vers le mysticisme religieux. Même quand ils ne sont pas religieux, par exemple, il y a, enfin, je ne sais pas pour ceux qui viennent du Maroc, vous savez qu'on allait à Ouezane au mois de mai pour faire un pèlerinage. Et depuis, les juifs qui restent au Maroc, les rares juifs, ils vont à Ben Ahmed, au sud de Casablanca. Et en général, c'est plutôt des juifs religieux qui le font. Et en Israël, depuis quelques années, il y a presque 100 000 jeunes de Tel Aviv, c'est-à-dire la cité des Sodome et Gomorre, quoi, c'est-à-dire la cité des gays, de la déperdition, si on veut, sur le plan moral, qui vont là-bas et qui font le pèlerinage. Enfin, il y a par exemple le pouvoir des rabbins. Vous savez, il y a beaucoup de rabbins qui sont devenus des gourous, multimillionnaires. Pourquoi? Parce que de plus en plus d'Israéliens vont voir les rabbins pour prendre une décision. Et ils vont voir un rabbin, il lui dit Rabbi, est-ce que je peux me marier avec cette femme? Alors le rabbi fait un petit truc, il lui dit oui ou non, et le gars lui donne $50, $100, enfin ce qu'il peut. Mais il y a la queue devant ces maisons de rabbins. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire que c'est un système qui tourne, mais vraiment, enfin, qui tourne de moins en moins rond. Voilà. Mais c'est probablement le destin d'Israël d'aller vers cet extrémisme colonial, fascisant, extrémiste, mystique, uniquement basé sur la force et le mépris des Arabes et de ses voisins. En fait, Israël, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, Israël tient grâce à ce qu'on appelle un conflit de basse intensité. C'est-à-dire, Israël ne peut pas faire la paix, bon, pour toutes sortes de raisons que j'ai expliquées, mais il n'a pas envie de faire la guerre. Ouais, je veux dire une guerre violente, parce que d'abord, il n'y a presque pas d'État avec qui faire la guerre. Donc le Hamas, bon,
un jour ou l'autre, il faudra bien reprendre. Le dernier, c'était il y a 3 ans, je crois. Donc un jour ou l'autre, ça va reprendre. Bon, parce que il faut que vous savez, les Israéliens sont très, très nerveux. Ils ont le doigt sur la gâchette. Ils disent, on aimerait bien leur donner une leçon. Cette fois, on va les écraser, etc. Peut-être le Hezbollah. Mais, et donc, Israël maintient une espèce, ce qu'on appelle un conflit de basse intensité. Ça veut dire ne pas faire la guerre et ne pas faire la paix. Maintenir un état de tension tel qu'il permet la mobilisation de la population sans entrer dans une guerre qui peut déboucher sur des critiques internationales, sur des soulèvements dans le monde, etc. Et Israël pense, enfin en tout cas il est convaincu, mais enfin moi je ne crois pas, mais c'est pas important. Mais Israël pense qu'il peut s'en tirer comme ça pendant des années et des années. Bon, je crois que l'histoire a toujours démenti ce genre de calcul. Mais bon, pour le moment, ils vont vers cette solution. Ça veut dire maintenir cet état ce conflit de basse intensité et voir venir. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de solution. Ils peuvent pas. Enfin, donc pour revenir à la question de Zahia, le pourcentage, il est très élevé des Israéliens sionisés. Et chaque année, il augmente. Voilà, jusqu'à approcher frôler les 100%, enfin 90% facilement. Vous savez, il y a beaucoup ceux qui sont contre le système, aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui vivent à Berlin, par exemple. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont pris un passeport allemand ou polonais. Et en fait, c'est la classe la plus aisée, la plus lucide intellectuellement parlant. Architectes, etc., informaticiens, parce qu'ils n'aiment pas l'évolution de cette société. Et donc, ils laissent la place aux religieux, aux mystiques. Et enfin, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je lirai les messages et j'essaierai d'y répondre la prochaine fois. Donc, je pense que le prochain direct aura lieu le jeudi. Alors, si je n'ai pas de sujet particulier à vous proposer comme j'ai fait pour l'autre, je vous dirai que je répondrai aux questions, sauf si il y a voilà, s'il y a un thème dans vos questions qui me semble, disons, d'actualité et intéressant à développer, je le prendrai et puis je vous le signalerai. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée et puis à la prochaine. Voilà, au revoir.